Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo spéciale sur un petit projet littéraire que j'avais écrit pour un forum qui a pour nom Rêve de Fantasy, sur lequel j'étais, je crois, en 2010-2011, petit peu avant que je commence la vidéo. Et bon, j'ai dû un peu malheureusement abandonner ce forum, puisque je n'arrivais pas à gérer en même temps ma participation sur le forum avec les vidéos en 2011. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à partager quelques petits écrits sur ce forum. Je vous encourage à aller dessus. Je crois qu'il existe toujours, du moins. On reçoit des conseils très utiles pour l'écriture. Et ce projet-là s'inscrit dans un petit concours, il me semble, sur le thème de la science-fiction. En fait, vous aviez un petit synopsis comme quoi la Terre avait explosé en de multiples particules. Et on devait raconter quelque chose à partir de ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça s'intitule Le prix de la liberté. Edzan s'éveilla au chant enamouré d'un couple d'oiseaux. Il se serait aussitôt rendormi si la mélodie ne s'était interrompue. Avec un grognement de lassitude, il quitta son lit de plumes et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Cette cavité rocheuse tenait lieu de refuge naturel, lequel lui permettait de s'abriter des intempéries. Edzan avait grandi sur un îlot de terre flottant au gré des courants aériens. Depuis que le monde avait été ravagé par le cataclysme ayant entraîné la mort du soleil, il s'était démené pour survivre au sein d'un milieu qu'il avait appris à appréhender. Par chance, il n'avait jamais eu à affronter la solitude. Jana, une jeune femme lunatique, l'avait accompagné durant toutes ces années. Ensemble, ils recueillaient l'eau de pluie nécessaire à leur organisme, chassaient les oiseaux, les lapins féroces des environs, et veillaient à toute heure le regard fixé vers le ciel obscur, en quête d'autres terres. Edzan avait connu 3 merveilleuses personnes au cours de son enfance mouvementée. Le professeur Darson, qu'il considérait comme son père, l'avait élevé dans la tendresse. Sa motivation inébranlable avait contribué à tisser des liens forts parmi les membres du groupe. La théoricienne Masgo s'était honorablement occupée de Jana. Elle lui avait brodé des vêtements à sa mesure tout au long de sa croissance et concocté par sa maîtrise culinaire une nourriture saine. Quant à l'archer Penka, dont l'humeur bougonne contrastait avec celle de Darson, il avait appris à Edzan et Jana les rudiments du tir à l'arc, l'encochage d'une flèche, l'assurance de ne jamais rater sa cible et les techniques rudimentaires de chasse. Ces 3 acolytes, survivants du cataclysme, avaient fini par trouver successivement la mort. Si Masgo et Penka avaient péri lors de l'une des récurrentes tempêtes tropicales sévissant sur l'îlot, le professeur Darson s'était lui-même donné le coup fatal. Il avait estimé les réserves en nourriture insuffisantes pour 3 personnes. Il avait choisi de laisser une chance aux jeunes Edzan et Jana de vivre plus longtemps, et peut-être avoir l'opportunité de quitter ce territoire hostile. Depuis leur disparition, cependant, la faune céleste s'était développée. Il suffisait à Edzan de partir chasser pour espérer rapporter à la grotte de quoi survivre pendant plusieurs jours. Ce jour-là, tandis qu'Edzan quittait avec nonchalance son abri naturel, Jana était partie dans les bois en quête d'eau fraîche. L'îlot ne manquait pas de ruisseaux. Leur lit serpentait entre les arbres et le relief tortueux pour s'achever dans le vide interstellaire. Edzan s'était toujours demandé si l'eau terminait sa chute sur une terre inconnue. Le ciel invariable conservait son manteau étoilé, parfois éclairci par la lumière lointaine d'un soleil étranger. Le chant des oiseaux qui venait de le tirer de son sommeil reprit sitôt qu'Edzan fut sorti de la caverne. Arc en main, carquois dans le dos, il s'étira de tout son long en soupirant de satisfaction. Une nouvelle journée débutait de la même façon que les précédentes, et croire qu'un événement allait chambouler le quotidien semblait risible. Edzan s'était fait une raison. Il passerait sa vie sur cette île, tomberait en amour avec Jana, et ensemble ils fonderaient une famille. Que pouvait-il envisager de plus grandiose ? « Edzan, tu es levé ?» La douce voix de Jana résonna à ses oreilles, telle une mélodie porteuse de promesses. Sa silhouette gracieuse émergea des buissons. Il la contempla, avec dans les yeux cette lueur d'émerveillement qu'elle seule pouvait embraser. Jana embellissait chaque jour davantage. Sa cascade de cheveux blonds, humides et maculés de terre, encadrait un visage d'une telle finesse qu'on eût dit un portrait dessiné par des mains d'artistes talentueux. Elle portait un bliot de soie ample aux manches, serré à la taille, d'une couleur bleue qui lui saillait à merveille. En comparaison, Edzan se sentait miséreux dans son bray rapiécé et sa tunique blanche. Un bâton taillé dans la main gauche, le front couvert de sueur, Jana paraissait dans tous ses états. Edzan s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules graciles. Son regard ne trahissait aucune émotion.
Il avait rassuré Jana à de nombreuses reprises par le passé, chaque fois qu'elle perdait espoir ou qu'elle ouvrait les vannes de son chagrin. En dépit de sa volonté de faire, elle supportait mal de voir défiler les jours, tous semblables les uns aux autres. Pas le moindre fait notable ne s'était manifesté sur l'îlot depuis la mort du professeur Dawson. Aucune opportunité de fuite, de voir passer ne serait-ce qu'une autre île égarée. Mais ce jour-là était différent. Edzan le devinait au battement de cœur de Jana dont les palpitations galvanisaient son rythme cardiaque. « Que se passe-t-il » s'enquit-il dans un souffle. « Qu'as-tu aperçu ?»« Je crois qu'il est temps de partir d'ici, Zan, » répondit Jana en soutenant son regard. « On dirait que la chance nous sourit enfin. » Edzan parcourut de son index la joue de la jeune femme. Il recueillit une larme, à moins que ce ne fût une goutte de sueur, puis éclata d'un rire affranchi de toute retenue. Jana lui offrit son plus beau sourire avant de l'accompagner dans son hilarité. Avait-il réellement le choix de quitter l'îlot à cet instant même ? Edzan n'arrivait pas à y croire. Toute sa vie s'était déroulée en ces lieux inhospitaliers, dans la forêt peuplée d'oiseaux et de lapins carnassiers. Depuis tant de temps, il avait espéré découvrir un horizon différent, rencontrer des personnes qu'il apprendra à aimer. Et maintenant qu'il était sur le point de réaliser ce rêve absolu, son esprit s'envenimait de regrets. Comment oublier la caverne rocheuse, la clairière remplie d'orties, les ruisseaux, les ruines dans lesquelles ils avaient tant joué à se pourchasser ? L'échapper vers un ailleurs plus vaste condamnait ses souvenirs au rôle d'unique témoin de sa jeunesse. La découverte d'un environnement inédit supposait l'abandon de son enfance. Une perspective tout à la fois excitante et effrayante. « Tu es sérieuse ?» insista Edzan. « Une île s'approche de la nôtre ? Elle est en train de nous survoler, nous avons intérêt à nous hâter. » L'hésitation n'était plus de mise. Edzan se rua dans la caverne pour y récupérer le sac de toile contenant leur réserve de nourriture pour les 2 jours suivants. Jana l'attendit en cherchant des yeux la présence de l'île inconnue, mais la frondaison des arbres obstruait le ciel. Elle supposa que le morceau de terre flottant serait visible depuis les ruines. Une fois qu'Edzan le rejoint, ils s'engouffrèrent dans les taillis d'une démarche engagée. La ramée les plongea dans une pénombre oppressante où se mêlaient les stridulations des insectes. Ils marchèrent sans se retourner, sans ralentir le pas, indifférents à leur environnement. Ils connaissaient les moindres recoins de cette forêt luxuriante, l'emplacement des arbres malades, des sources, des terriers de lapins et des massifs de fleurs omnivores. Jana agitait son bâton devant elle pour repousser les broussailles. D'ordinaire, il valait mieux analyser le sol afin de repérer les éventuelles racines aux ruisseaux qui jonchaient le terrain. Edzan gardait pourtant le regard fixé sur l'enchevêtrement de branches, dont les sinistres craquements provoqués par le vent effleuraient à peine sa conscience. Il écrasa sans vergogne feuilles, coccinelles et brindilles, désireux de voir de ses propres yeux l'îlot volant. Un vrombissement de bon augure leur parvint. Jamais Edzan n'avait entendu pareil son. Alors qu'il s'approchait de l'orée des bois, il discerna à travers le feuillage une gigantesque masse sombre en suspension au-dessus de l'île. Son dôme inférieur, constellé de roches cristallines, était si proche qu'il semblait sur le point d'être cinglé par la cime des arbres. Le cœur d'Edzan battait la chamade contre ses côtes. Il se mit à courir, ivre de joie, hurlant des interjections que Jana répéta en écho dans son sillage. Ils émergèrent dans la clairière des ruines, nullement fatigués par leur course délirante. L'étendue dévastée des vestiges n'offrait à la vue qu'un spectacle mitigé en comparaison de la silhouette démesurée qui la surplombait. L'îlot flottant, a priori plus vaste que celui qu'Edzan et Jana aient jamais connu, voguait paisiblement au gré des vents célestes. Son passage produisait un bourdonnement sourd, amplifié entre les murs délabrés. « Elle est magnifique !» s'extasia Edzan, béat d'admiration. « J'espère que des gens vivent là-haut !» remarqua Jana soudain sceptique. « Il serait regrettable d'arriver sur une terre stérile, sans âme qui vive, alors que nous avons toutes les ressources nécessaires ici chez nous. Une fois à bord de l'île, nous ne pourrons pas redescendre. Il faut tenter le sort. Je n'attendrai pas une nouvelle occasion de fuir. » Ils franchirent le seuil d'une porte branlante, unique accès à une pièce dévastée. Des amoncellements de planches de pierre et de débris s'étaient répandus dans un disque de 30 mètres de diamètre. Les tempêtes récurrentes de l'île complétaient l'œuvre du cataclysme. Elles détruisaient sans relâche les vaillantes cloisons et charpentes qui avaient résisté jusque-là. « Comment allons-nous atteindre l'île ?» s'enquit Jana, son enthousiasme soudain balayé par la perplexité. « Grimper au sommet des ruines ne nous mènera nulle part. » Edzan parcourut l'ensemble de la clairière de son regard affûté. Il avait toujours rivalisé d'inventivité pour trouver des solutions à leurs problèmes et survivre coûte que coûte. Il existait forcément un moyen de s'élever dans les airs. Edzan ne supporterait pas de voir passer son rêve sans parvenir à s'y agripper. Ses yeux s'arrêtèrent sur le symbole d'une dalle violette, une mosaïque complexe qui diffusait une faible lueur dans la pénombre. Le professeur Dawson avait nommé ce phénomène de magie sculpturale. Témoin du monde tel qu'il était avant sa destruction,
Le vieil homme avait révélé à Edzan et Jana que ce genre d'enchantement résultait d'une adaptation climatique incongrue. La magie s'était regroupée dans les constructions humaines pour fuir son ancien habitat naturel. Du moins, c'était le cas sur cette île. Fascinés par la lumière qu'émettaient certaines dalles, Edzan et Jana les avaient sondés à de nombreuses reprises lors de multiples explorations des ruines. Ils avaient de ce fait découvert que la magie réagissait différemment en fonction de la couleur lumineuse diffusée par la dalle. Une simple pression sur le symbole d'une dalle rouge produisait un jaillissement de flamèche. Jana s'amusait régulièrement à s'allonger sur une bleue pour se voir asperger d'eau fraîche, une alternative convaincante quand les ruisseaux étaient boueux. Ils savaient tous deux que la dalle violette, maintenue en équilibre précaire par la charpente désagrégée, contenait de la magie aérienne. En y sautant suffisamment fort, un souffle ascendant les enverrait peut-être à l'altitude souhaitée. Seul inconvénient, en cas d'échec, la chute serait rude, voire mortelle. De plus, il fallait calculer à quel moment la position de l'île leur permettrait de rejoindre sa surface. Edzan redoutait en effet de s'empaler sur les racines noueuses dont l'abondance formait un réseau inextricable sur le dôme inférieur. « Tu penses la même chose que moi ?» demanda Edzan en remarquant que Jana fixait également la dalle. « C'est un risque à prendre, déclara-t-elle. Mais qu'avons-nous à perdre ? La vie, je ne tiens pas spécialement à la perdre aujourd'hui, il nous manque juste un drap ou un morceau de tissu pour s'élever dans les airs. » Les ruines ne recelaient aucun secret pour eux. Ils avaient joué maintes fois les explorateurs en herbe, avides de trouver des objets qui se révéleraient utiles. Les pièces qu'ils avaient explorées de fond en comble s'étaient à présent effondrées sous les assauts incessants du vent, ou s'étaient vues ensevelies sous des masses conséquentes de décombres. Du précieux mobilier de l'ancien monde, il ne restait que des gravats poussiéreux. Jana avait récupéré des trousses de toilette, des miroirs fendus, ainsi que des bliots de velours et dentelles qu'elle revêtait toujours avec une joie manifeste. Les tentures enluminées fourmillantes de détails que le temps avait conservés sur quelques murs témoignaient d'une culture empreinte de noblesse. Edzan et Jana, étrangers à toute forme de classe sociale, aimaient spéculer à propos du mode de vie des habitants de jadis. Ils s'étaient inventés de nombreuses histoires, la plupart tenant plus de leur imagination débridée que d'inspiration réaliste. À partir de ce jour, les mythes bâtis par leur esprit fantaisiste sombreraient dans l'oubli. Ils retiendraient ce que leur mémoire voudrait bien préserver en leur fort intérieur. « Nous avons des tas de couvertures dans la grotte !» rappela Jana en faisant la moue. « Il faut y retourner !»« Non, il est trop tard !» objecta Edzan. « Regarde, l'île est en train de se diriger vers l'autre partie de la forêt. Dans peu de temps, elle sera inaccessible depuis la dalle de magie aérienne. » L'écoulement de chaque seconde impactait sur l'issue de leur entreprise. Edzan fit fonctionner ses méninges à plein régime. Pour s'élever assez haut, ils avaient besoin d'un objet léger mais supportant leur poids, qui pourrait capturer le puissant souffle d'air dans son enveloppe. Un drap ou une couverture se déchirerait sûrement. En dépit du pillage des ruines, Edzan ne voyait pas ce qui était en mesure de les propulser vers le nouvel îlot. Ses yeux songeurs s'attardèrent sur le bliot de Jana, occupé à dégager un fauteuil renversé. « Ta tunique !» murmura Edzan, le cœur battant. Jana examina le sol, couvert de cendres et de sciures, le visage barré par sa frange blonde. Elle repoussa les planches rongées par les mythes, tâtonna de l'embout feuillu de son bâton, des tiroirs imprégnés de toiles d'araignée. Edzan l'entendit marmonner à voix basse. « Ta tunique, Jana !» répéta-t-il plus fort, d'une voix teintée d'impatience. « Si tu te places sur la dalle, elle va sûrement se gonfler et t'envoyer dans les airs. » Jana repoussa ses mèches de cheveux et pointa un doigt accusateur en direction d'Edzan. « Je n'y crois pas un instant. Le tissu va au contraire se replier et tu pourras admirer sans complexe mes sous-vêtements. »« Comme si je ne les avais jamais vus !» railla Edzan en regardant l'îlot d'un œil inquiet. « Allez, ne fais pas l'entêter, pas aujourd'hui !»« Ça ne marchera pas, bougre de foutrasson. Essayons plutôt avec le sac. » Edzan se figea devant l'évidence de sa proposition. Le sac en toile, vidé de son contenu comestible, serait en effet un excellent élévateur. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt ? L'unique bémol résidait dans l'abandon des réserves de nourriture. Comment pourrait-il subvenir à leurs besoins si l'îlot à la dérive n'abritait ni faune ni flore ? Edzan chassa ces considérations de son esprit. Il ouvrit son sac pour le vider en toute hâte. Des racines, des bulbes ainsi que des carcasses de lapins s'amoncelèrent parmi les débris. Jana eut un pincement au cœur à la vue d'un tel gâchis. « Attrape une anse !» l'enjoignit Edzan, l'excitation bouillonnante au creux de son estomac. Ils grimpèrent avec moult précaution sur la charpente pour se camper chacun d'un côté de la dalle de magie, agrippés aux sacs de toile qui retournèrent. L'un se délectant de la beauté de l'autre, dans un moment d'éternité suspendu sur le fil temporel, ils s'échangèrent un regard farouche, conscients que l'avenir était sur le point de chavirer. Edzan avança d'un pas. Jana l'imita sans le quitter des yeux, connectée à lui par un lien qu'elle savait indéfectible. « Prête à sauter ?» s'enquit Edzan avec un sourire que Jana lui retourna aussitôt. « Maintenant !» Le bond d'Edzan surpassa celui de sa partenaire. Galvanisés par une soif d'inconnu dévorante, ils retombèrent en l'espace d'une seconde sur la dalle violette, laquelle se mit à crépiter de flashs aveuglants.
Un tourbillon de magie aérienne s'engouffra dans le sac de toile avec une telle puissance que Jana manqua lâcher prise. Edzan sentit ses pieds décoller de la charpente alors même que celle-ci s'effondrait dans un fracas terrible. La dalle n'avait pas supporté l'énergie déployée par le saut. Elle disparut entre les planches sans stopper son processus magique. Edzan et Jana s'envolèrent à plus de 20 mètres, emportés par les bourrasques. Le sac de toile doubla de volume, si bien que les jointures semblèrent se déchirer sous les doigts de Jana. La jeune femme hurla. Leur ascension fulgurante dévia légèrement au gré d'une rafale. Le périmètre de l'îlot se trouva à moins d'1 mètre. Edzan arqua le dos, tendit les pieds en avant. La tornade agissait toujours comme un formidable combustible à l'intérieur du sac, mais la magie ne tarderait pas à s'interrompre. « Aide-moi » supplia Edzan en faisant son possible pour amener le sac vers la terre ferme. Jana gesticulait comme un asticot sur un hameçon. Ses cheveux, animés par le vent, obstruaient son champ de vision. Elle poussait des cris inarticulés, sa main gauche fermement cramponnée à son bâton fétiche. À force de lutte contre les courants aériens, Edzan parvint à se poser sur l'îlot. Il attira le sac et Jana, exalté mais affaibli. « Heureusement que j'étais là !» déclara Jana s'allongeant sur une étendue verdoyante, les bras et jambes tétanisés. « C'est moi qui ai tout fait, je te signale !» répliqua Edzan assis à ses côtés. « Je parlais pour l'idée du sac. Sans moi, tu n'y aurais même pas pensé. Ta tunique aurait peut-être fait l'affaire après tout. Il n'en était pas question. Tu Mais qu'y a-t-il » Elle se tut, interloquée par la soudaine expression abasourdie d'Edzan qui regardait au loin, derrière elle. Jana se retourna, craignant de découvrir une meute d'atroces prédateurs. Il n'en était rien. Ce qu'elle vit dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une structure branlante, curieux assemblage de matériaux, surmonté d'une flopée de ballons, tirait en réalité l'îlot selon une trajectoire déterminée. Des cordes d'amarrage reliaient le vaisseau volant à la terre battue. Edzan aperçut des silhouettes manœuvrer un gouvernail rudimentaire, tandis que d'autres s'épuisaient à sauter sur des dalles produisant la magie aérienne nécessaire au vol. « Alors l'île ne dérive que par l'intermédiaire de l'homme » s'étonna Jana émerveillée. « Allons les rencontrer, ils doivent avoir de quoi manger. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Edzan en désignant les cultures. La surface de l'îlot, au relief nivelé par une érosion prononcée, était couverte de champs de céréales et de vignes. Les épis de blé et de seigle ployaient sous le vent, selon des directions variables. Du bétail paissait dans des enclos équitablement répartis autour des pâturages. Edzan n'aurait su donner de nom à ces animaux dont la hauteur au garrot dépassait le mètre. Plus loin, nichée au creux d'une éminence, s'élevait une bâtisse de bois au toit de chaume. En bon état, elle avait sans nul doute été érigée après l'avènement du cataclysme. Edzan et Jana se relevèrent, poussés par une curiosité similaire. Ils traversèrent un champ de seigle en écartant d'un revers de main les nuées de sève qui volaient parmi les tiges jaunies. Ils se dirigèrent vers la chaumière à vive allure, vigilants à ne pas se faire repérer par les hommes réunis sur la structure motrice. Un étang couronné de roseaux se dessina à leur vue lorsqu'ils quittèrent le champ. Courbés et silencieux, ils le contournèrent. L'entrée de la bâtisse se situait sur une terrasse ombragée, accessible via un escalier aux rampes ficelées de fleurs rouges. Edzan eut la vague impression d'évoluer dans un rêve. Cet îlot représentait un Éden, un lieu de plénitude exempt de tout défaut. La cabane abritait nécessairement des lits confortables, la nourriture ne manquait pas et la chaleur humaine leur tiendrait compagnie. Devant la porte entaillée, Jana éprouva cependant un mauvais pressentiment. Elle resserra son emprise sur son bâton, tandis qu'Edzan tirait une flèche de son carquois sur le qui-vive. Le battant s'ouvrit sans bruit. Si la pénombre à l'extérieur leur avait jusqu'ici permis d'examiner les alentours, l'intérieur de la chaumière était aussi sombre qu'une grotte. Edzan franchit le seuil le premier. Il ignorait ce qu'il s'apprêtait à découvrir, mais jugea toute précaution superficielle. Il marcha droit devant lui, pas à pas, et heurta un mur. À son contact, une flamme impressionnante jaillit de la paroi. Edzan recula juste à temps pour éviter de se voir carbonisé. La lumière ainsi produite éclairait les 4 coins de l'unique pièce du bâtiment. « Tout va s'embraser !» s'emporta Jana en imaginant le feu lécher le bois et se répandre vers les poutres. « Non, regarde, ce mur-là est en pierre. Une dalle de magie sculpturale y a été incrustée. On dirait que ce genre de magie n'est pas un cas isolé provenant de notre île. » Edzan se figea soudain. Des voix étouffées lui parvenaient. Il jeta un regard circulaire et poussa un cri de stupeur. Jana retint un hoquet, les yeux écarquillés. Un groupe de personnes, bâillonnées et les mains ligotées derrière le dos, étaient assis autour d'un pilier en pierre. Edzan compta 3 hommes, 2 femmes et 2 enfants. Ils se débattirent en pensant que la venue de 2 étrangers leur serait providentielle. Ils allaient enfin recouvrer leur liberté. Jana s'approcha avec défiance. Ces gens d'apparence anodine pouvaient dissimuler des tendances pernicieuses. Était-il prudent de les relâcher? Edzan arracha le bâillon de la femme la plus âgée. « Que s'est-il passé » s'enquit-il d'une voix modelée par l'autorité. « Pourquoi vous a-t-on attaché de la sorte ?»« Oh, mes enfants, je vous en supplie !»
implora la vieille dame. « Nous vivions en paix jusqu'à ce que ces pirates débarquent sur notre île à bord de leur engin volant. Ils sont armés et nous ont promis de nous libérer quand ils auront retrouvé. Il n'y a pas de temps à perdre, Jana. Si ces pirates nous trouvent, ils nous feront prisonniers ou nous tueront. Ton arme n'est pas des plus efficaces, mais mon arc devrait suffire. » « Par la sanglante gorge, vous êtes Edzan et Jana ?» s'étrangla la femme. « Attendez, écoutez-moi. » Ils étaient déjà dehors, en train de dévaler l'escalier. Cette île avait donc été attaquée par des forbans avant de devenir esclaves de leur machine mobile. Le tempérament fougueux d'Edzan, couplé à son sentiment d'évasion exacerbé, l'incita à foncer tête baissée. Il omit d'établir une stratégie, un point que Jana estimait futile, aveuglée par les perspectives effroyables que supposait la présence de malfaiteurs. L'objectif leur apparaissait limpide. Il suffisait d'éliminer les pirates, puis de détruire éventuellement la structure volante. Seulement, l'îlot sera alors condamné à errer selon la direction des vents célestes. Edzan et Jana s'accroupirent devant le champ de blé qui les séparait des colonnes d'amarrage. En l'état, s'agripper au cordage pour rejoindre l'engin volant comportait un risque trop élevé. Tirer avec une arme de jet restait la solution idéale. « Tiens, voilà encore des morceaux de magie sculpturale !» remarqua Jana ramassant les débris d'une dalle rougeoyante. « Donne-moi ça, j'ai une idée !» Edzan cogna la pointe d'une flèche contre le morceau de roche afin de dégager une flamme. Sous le regard perplexe de Jana, le fût prit aussitôt feu. Edzan réagit au quart de tour. Il se redressa, encocha la flèche à la corde de son arc et visa les 3 ballons de gauche. « Tu es sûr qu'il est raisonnable ?» Le trait incandescent illumina l'obscurité suivant une ligne ininterrompue. Malgré la distance et la pénombre, Edzan ne manqua pas sa cible. La flèche perça l'enveloppe des ballons avant de poursuivre sa trajectoire vers des cieux insoupçonnés. La magie aérienne contenue à l'intérieur des ballons s'échappa par les déchirures du tissu dans un concert de sifflements sinistres. La structure perdit sa stabilité, assurée par la sustentation. Les enveloppes s'affaissèrent sur le pont tandis que les hommes postés sur les dalles se précipitaient vers la plateforme centrale. Leurs cris de terreur déclenchèrent l'hilarité d'Edzan. Il s'auto-congratula, satisfait de sa performance. Jana, en revanche, ne partagea guère son enthousiasme. « Ils ne sont peut-être pas tous pirates dans le lot ?» suggéra-t-elle sceptique. Edzan ne lui répondit pas. Il s'élança dans le champ, en direction du précipice. Jana lui emboîta le pas et l'injuria à plein poumon. Ses vaines supplications furent étouffées par le hurlement d'une bourrasque. Suspendue au-dessus du vide, la structure s'inclina à la verticale. Une brume épaisse enveloppa l'îlot dans son manteau d'humidité, réduisant toute visibilité. Au craquement terrifiant des planches et des matériaux, Jana ressentit la bouffée de panique qui s'était emparée des hommes pris au piège. Faute de voir la scène de ses propres yeux, elle imagina les silhouettes s'agripper au cordage, au bastingage, ou à l'étoffe perforée des ballons avec l'énergie du désespoir. Elle progressa dans le brouillard soudain opaque, inquiète de ne plus voir Edzan devant. Son bâton brandi dans sa main droite, elle repoussa les épis de blé et atteignit rapidement l'extrémité de l'îlot. Jana eut le souffle coupé par cette vision d'apocalypse. La structure n'était plus qu'une masse informe rattachée par les cordages. Elle était ballottée en tous sens par la furie de vent contraire à laquelle venaient s'ajouter les gouttelettes apportées par la brume. Edzan se tenait fièrement debout au bord du vide, cramponné à l'une des 2 cordes d'amarrage. Il vociférait des offenses à l'adresse des pirates, malmenés par la virulence des éléments. « On peut leur laisser une chance, non ?» s'écria Jana, les cheveux ébouriffés par la tempête. « C'est trop tard, coupons les cordes !»« Non, Edzan, attends !» Edzan lui arracha le bâton des mains et s'escrima à entamer l'épaisseur du cordage. Au même moment, une flèche l'atteignit à l'épaule. Il fut projeté en arrière avant d'avoir pu éprouver quelques souffrances. Jana, frappée d'horreur, bondit sur lui et le tira jusqu'aux colonnes de pierre, craignant que le vent ne l'entraîne vers une chute mortelle. Elle ôta le projectile de sa chair sanguinolente. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à une blessure sérieuse. Edzan et elle avaient développé un instinct de survie inhérent aux conditions extrêmes qu'ils avaient dû affronter de gré ou de force. Après la mort du brave professeur Dawson, livrés à eux-mêmes et sur une île abandonnée, ils avaient acquis des réflexes que nul enfant de leur âge n'était en droit d'apprendre. Partir à la chasse, ne pas manger à sa faim pour économiser le stock de nourriture, éviter de se séparer ou de rester inactif. Alors que Jana étudiait la plaie d'Edzan, elle se souvint du jour où il s'était plaint de ces procédures brutales, après qu'il se soit ouvert le crâne en chutant d'un arbre. Elle lui avait en effet sommé de se taire et de demeurer immobile pendant qu'elle le soignait avec des gestes brusques. À présent, elle se promit de le choyer, de manière à lui épargner une douleur supplémentaire. « Edzan, regarde-moi » implora-t-elle, penchée au-dessus de lui. « Je vais sectionner moi-même les cordes. C'est fini, tiens bon. Je m'occuperai de toi dès que j'en aurai terminé avec ces satanés esclaves. » Edzan acquiesça en serrant les dents, l'air étourdi. Au rideau brumeux s'était accolé un voile de souffrance qui brouillait sa vision. L'odeur de son propre sang le perturba moins que cette subite sensation de tangage autour de lui. Ses doigts se refermèrent sur de jeunes pouces croissants à sa portée. Le fond de sa conscience exigeait de son corps qu'il se lève et assiste Jana, mais ses muscles réfutaient cette directive.
Tout au plus parvint-il à se traîner jusqu'à la corde la plus proche pour la mordre à belles dents. Le bâton fut d'un secours certain à Jana. La tranche affilée de l'arme, soumise par la hargne de la jeune femme, entailla les fils entrelacés de la corde. Comme elle entendait les fibres crépiter sous ses mouvements répétés, elle se voyait déjà victorieuse. Une créature reptilienne dotée d'écailles luminescentes lui donna tort. De ses 4 pattes griffues, elle grimpa la longueur de corde avec vivacité. Arrivée sur la terre ferme, elle ouvrit une gueule béante hérissée de canines acérées. Jana s'immobilisa en l'apercevant. Son reflet luisait dans les pupilles dilatées du reptile. « Ils ont dompté des bestiaux, les scélérats !» pesta-t-elle en adoptant une position défensive, son bâton levé à l'horizontale. « Attention, Jana !» l'avertit Edzan, incapable de se remettre sur pied. « Il y en a d'autres qui arrivent !» À défaut de rompre les liens à l'aide de ses dents, Edzan entreprit de défaire les nœuds du cordage assujetti à la colonne de pierre. 2 nouvelles créatures à la mâchoire écumante de bave achevèrent leur ascension vers l'îlot. Jana se retrouva encerclée. Son arme virevolta entre ses mains. Il lui suffit de se montrer pugnace, de rugir de toutes ses forces, de ne pas se laisser impressionner, et les 3 reptiles étincelants gardèrent leur distance. La pluie se mêla au courant aérien tonitruant. L'îlot dérivait maintenant vers une dépression virulente, causée par un amas dense de nuages noirs. Leur protubérance semblait absorber la brume, plongeant le ciel dans une obscurité abyssale. Le poids de la structure suspendue dans les airs, refoulé de temps à autre contre la falaise, altérait la résistance des cordages tendus à l'extrême. Jana était en mauvaise posture, cernée par les 3 reptiles qui la fixaient d'un œil torve. Elle évalua son champ de manœuvre. La corde de droite restait inaccessible d'où elle se trouvait, mais l'une des créatures battait le sol, près du précipice rocheux. Si elle pouvait l'inciter à reculer... Le reptile le plus déchaîné, situé sur sa gauche, expulsa de sa gueule un souffle glacial parsemé d'éclats de glace. Jana se recroquevilla, sensible au froid, son bliou subitement empreint de gel. Ces monstres devaient provenir d'un milieu dominé par un client hivernal, comme en témoignaient les bouffées d'air glacé jaillissant de leurs naseaux. Edzan ignorait tant bien que mal la déchirure écarlate de son épaule. Il abandonna les nœuds trop difficiles à délier et concentra son attention sur Jana, désormais enveloppée d'un bilisaire constellé de flocons de neige. Les reptiles unirent leurs forces pour la congeler. Edzan considéra son arc abandonné dans l'herbe près de là. Il tendit le bras. Son épaule parut éclater sous la douleur. Il lui fallut rouler sur lui-même pour atteindre l'arme, son carquois toujours fixé dans le dos. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver au cœur d'un tel maelstrom en cette journée bénie. Il commença à croire qu'il aurait mieux valu demeurer sur son île natale. Tandis que les 3 reptiles reprenaient leur respiration, hors d'haleine, il pria pour que Jana s'enfuit. Elle fit mieux que cela. Dans un déchaînement de pure violence, son bâton s'abattit sur le crâne de l'une des créatures. La flèche tirée par Edzan l'acheva en se plantant dans son gosier. Le reptile tituba. Ses pattes arrière glissèrent vers le vide, et il tomba dans les nuages. « Non, Edzan, reste couché !» ordonna Jana, alarmée de le voir se mettre à genoux. La température avoisinait les 10 degrés. Pire, une pluie torrentielle se mit à marteler le sol alors que la tempête secouait l'îlot tout entier. Jana n'avait plus qu'une envie. Regagner la bâtisse en bois et discuter avec les prisonniers. Cependant, 2 reptiles enragés par la perte de leurs compagnons lui barraient le passage. Elle réitéra son coup fracassant, sans succès. La créature fonçait sur Edzan. « Couchez, sale bête !» lâcha-t-il d'un ton ferme. Ses doigts frémirent sur la corde de l'arc. Il n'eut qu'une seconde pour viser sa cible mouvante. Le trait se ficha entre les 2 yeux du reptile, dont l'élan fut stoppé net. Jana, frigorifiée, enfonça son bâton dans la gueule du dernier monstre. Elle prit un plaisir morbide à le faire pivoter pendant que sa victime se débattait. Le reptile émit un gargouillement peu ragoûtant avant que Jana se décide à l'envoyer dans les airs. Le reptile effectua une courbe parfaite et disparut sous l'épaisse couche nuageuse. « Coupons les cordes maintenant !» s'écria la jeune femme ruisselante et transie de froid. Elle alla jeter un dernier coup d'œil à la structure. Une mauvaise nouvelle l'attendait. Un homme courageux, fou de rage, remontait l'une des cordes à la force de ses biceps. Si jamais il parvenait sur l'îlot, il n'hésiterait pas à tuer les 2 impudents qui avaient gâché tous ses plans. « Quelqu'un est en train de grimper !» alerta Jana à la fois impressionnée et effrayée. « Donne-moi l'arc !» Elle rejoignit Edzan pour lui subtiliser son arme, lequel ne résista pas. Mais à l'instant même où Jana s'apprêtait à encocher la flèche responsable de la blessure d'Edzan, une première corde se rompit. Le craquement fit bondir le cœur de Jana dans sa poitrine. Le dernier lien ne tarda pas à se déchirer à l'endroit qu'Edzan avait mordillé. L'homme fut comme aspiré par le néant. Jana s'écarta pour ne pas être cinglée et emportée à sa suite. Elle ne respira pas durant la chute silencieuse de l'engin volant. Interdite, elle observa le corps de l'homme agrippé à la corde décrire une spirale. Le vent et la pluie étouffèrent ses plaintes. Les pirates appartenaient dorénavant au même ciel que celui du professeur Darson, de la théoricienne Masco et de l'archer Penka. Le cœur lourd, Jana détacha son regard du vide. Elle n'éprouvait aucun regret, si ce n'était de n'avoir sauvé au moins un membre de l'équipage. Elle aurait pu apprendre par son intermédiaire les intentions de ses forbans. Mais Edzan était pour l'heure le sujet prioritaire. Il avait grand besoin d'être soigné.
Jana s'efforça de l'aider à marcher jusqu'à la cabane. Le déluge ne daignait pas faiblir, et la traversée du champ de blé, insufflée de vie grâce à la tempête, se révéla laborieuse. Ils durent s'arrêter plusieurs fois pour dégager leurs pieds nus du sol marécageux. Jana épaula Edzan lors de la montée de l'escalier. Elle s'inquiétait chaque minute davantage de l'entendre souffler par saccades, comme s'il luttait contre des vertiges. À l'intérieur, le feu stimulé par la dalle de magie était presque éteint. Jana le ranima en heurtant le mur d'un coup de coude. « Mes enfants, vous êtes de retour ?» s'épancha la vieille femme enchaînée sur le pilier. « Qu'avez-vous donc fait? Il pleut à verse dehors et ce garçon est blessé. »« Ne craignez rien, nous allons vous délivrer, » assura Jana épuisée. « Les pirates sont morts. » Le visage joufflu de la dame se tordit d'effroi. Les 6 autres prisonniers ouvrirent des yeux effarouchés. « Par le sang du Seigneur, vous avez tué vos propres parents. Ces pirates ont bâti un vaisseau informe et ont subtilisé notre île pour partir à votre recherche. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais supporté de vous avoir laissé au foyer le jour du cataclysme. Edzan et Jana, vous êtes frères et sœurs. Je vous avais dit de m'écouter. » Les jambes de Jana se dérobèrent. Edzan parvint à la rattraper de justesse. L'annonce de cette révélation lui causa une souffrance qui relégua celle de son épaule au rang de piqûres d'insectes. Il comprit enfin que les ruines de son île natale n'étaient autres que la demeure de sa famille, aujourd'hui mutilée à cause de sa négligence.